Quand on parle de leadership, on oublie souvent le pendant du leadership, c'est le travail en équipe en fait. C'est surtout ça, c'est s'intégrer dans un équipage. Et j'irai plus loin, c'est s'intégrer dans la culture d'une compagnie. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle émission de Jump Seat, une émission parrainée par Mermoz Academy. Cette école forme des pilotes professionnels et en particulier des pilotes de ligne depuis 60 ans maintenant. Donc ça fait d'elle la plus ancienne en France. Et à l'origine, Mermoz dispensait uniquement des formations théoriques. Et aujourd'hui, Mermoz forme les pilotes de A à Z. Alors pour en parler, j'accueille aujourd'hui sur le plateau de Jump Seat le directeur général adjoint de Mermoz Academy, Stéphane Larieux. Bonjour Stéphane. Bonjour Gilles, Voilà. Merci de me recevoir déjà. Alors c'est pas un uniforme de directeur d'école, ça, c'est quoi? Voilà, donc je partage mon temps donc, entre mes activités de pilotage de pilote de ligne chez Transavia et également de directeur d'école pour former des pilotes de ligne. Voilà, et cette nuit, tu n'as pas dormi beaucoup parce que tu t'es posé assez tard à Lyon, non? C'est ça, donc j'ai eu l'occasion de rentrer cette nuit de Dubaï vers Lyon, donc c'est un des vols les plus longs de la compagnie. Ah oui, Dubaï-Lyon, oui, c'est un des plus récents aussi. Deux destinations qui ont été mises en place depuis le programme hiver, c'est-à-dire donc il y a un Marseille-Dubaï et un Lyon-Dubaï. Donc je pense qu'au niveau exploitation, ça doit être quand même un sacré défi pour une compagnie qui était habituée à faire du moyen courrier. Ouais, ça montre également l'agilité justement des compagnies aériennes où il faut être très réactif, essayer de répondre aux attentes du client, de surprendre les clients. Techniquement, l'avion est tout à fait capable de le faire, il n'y a pas de difficulté. Il a une autonomie de combien, le 730? Quasiment 8 heures. Hier, par exemple, on avait suffisamment de marge pour aller jusqu'à Paris sans aucun problème. Donc, non, aucune difficulté technique. Après, il y a de la géopolitique et ça, c'est vraiment les enjeux du moment. Donc, puisqu'on survole l'Irak, on tourne la Syrie, enfin bon. Voilà, toutes ces zones où, du point de vue diplomatique, il faut quand même regarder de près. L'actualité de Mermoz Academy, c'est le partenariat que vous venez de signer avec Sun Express. Alors Sun Express, je rappelle, c'est la compagnie qui a été créée conjointement par Turkish Airlines et Lufthansa, deux des principales compagnies européennes. Et donc vous avez signé un partenariat, c'est le deuxième. Le premier, c'était avec Volotea, la petite compagnie qui monte. Force est de reconnaître quand même que Volotea, c'est la première compagnie sur le réseau domestique français quand même, avec 9 bases. Hein. Oui, c'est tout à fait vrai. Quel est l'intérêt pour Mermoz Academy de nouer des partenariats avec des compagnies aériennes? Alors l'intérêt, il est très clair pour nous, c'est qu'en fait, on a deux types de clients. On a les familles, nos étudiants et les familles, mais également les compagnies aériennes, puisque en fait, on aura accompli notre mission en tant qu'école de pilotage dès lors qu'on pourra assurer à nos élèves qu'à l'issue de leur formation, ils obtiennent un emploi. Donc voilà, une grande partie de mon activité est de nouer des partenariats avec des compagnies aériennes qui nous font confiance et qui viennent très tranquillement et très sereinement venir recruter des élèves chez nous. L'intérêt aussi pour les compagnies aériennes, c'est qu'elles assurent un vivier de jeunes pilotes compétents dont ils connaissent le standard de qualité, etc. Et dont ils connaissent également la capacité de formation. C'est-à-dire que nous, on est capable de fournir 150 pilotes par an. Et c'est ce qui rassure les compagnies aériennes dont le développement passe par les pilotes. Oui, parce qu'actuellement, il y a un gros besoin de pilotes. Mais tous les pilotes ne se valent pas, c'est ce que disent les compagnies, d'où l'intérêt de faire des sélections. Elles s'impliquent comment, les compagnies, dans le quotidien de l'école? Est-ce que vous avez, une fois que vous avez signé votre partenariat, vous les revoyez qu'à la fin, au bout d'un an, quand vous sortez les premiers? Non. En fait, alors moi, je suis en contact en permanence avec les directeurs des formations, avec les chefs pilotes, pour exactement comprendre quelles sont les attentes des compagnies. Alors, il y a des attentes qui sont totalement standards, hein, c'est-à-dire il y a un socle de compétences nécessaires. Tu disais, Gilles, que tous les pilotes ne se valent pas. En fait, les compagnies aériennes recherchent toutes des pilotes compétents. Voilà. Donc notre mission, nous, en tant qu'école, c'est d'assurer que le socle de compétences sera respecté. Et ensuite, chaque compagnie a ses spécificités, ses méthodes de traitement d'événements, par exemple, ou ses méthodes de prise de décision.
Et mon travail, moi, c'est de recenser tous ces besoins spécifiques et de les intégrer dès le départ de notre formation. Non pas de les enseigner au bout les 3 dernières semaines de la formation, mais au cours des 2 années de formation. Parce que là, on a le temps d'ancrer les choses. Les compétences non techniques, par exemple, sont des compétences qui vont s'acquérir, qui vont se construire, mais au fil des mois, au fil des années. Et ce n'est pas en 15 jours qu'on crée de la compétence. C'est pas vrai. C'est quoi les compétences non techniques? Alors, il y en a 5, en fait. Donc, le référentiel des compétences de toutes les compagnies aériennes est composé de 9 compétences. Il y en a 4 qui sont des compétences techniques et 5 qui sont des compétences non techniques. Donc, par exemple, la prise de décision, la gestion de la charge de travail, la conscience de la situation, la communication et le leadership. Alors, quand on parle de leadership, on oublie souvent le pendant du leadership, c'est le travail en équipe, en fait. C'est surtout ça, c'est s'intégrer dans un équipage. Et j'irai plus loin, c'est s'intégrer dans la culture d'une compagnie. Une compagnie aérienne, c'est aussi une entreprise, donc il faut être capable de respecter et de s'intégrer aux valeurs de l'entreprise. C'est un peu ce qu'on appelle le savoir-être aussi, non? Oui, alors sauf que là, il est beaucoup plus précisé. On a un cadre très objectif qui nous permet justement de l'évaluer, donc de le noter, de fixer des objectifs et de le noter. Et également de fixer les mêmes objectifs aux instructeurs, de standardiser les instructeurs de telle sorte que le message qui soit dispensé soit le même au cours de toute la formation. Alors là, il y a des messages un petit peu ironiques en parlant des compagnies au top niveau du droit du travail. Donc là, je sens que Brézou est un peu ironique. Et Franck May rajoute, d'ailleurs, y a-t-il des cours de droit du travail dans le cadre des formations LAPL, CPL? Alors, il y a je t'avais prévenu, on est tout de suite... Alors, effectivement, j'ai lu l'actualité, il y a 2 compagnies, là, donc il y a deux jugements qui ont été... qui sont sortis récemment, là, sur 2 compagnies, dont une avec laquelle on travaille, mais qui datent qui sont bien antérieures au moment où nos accords ont été effectués et qui datent vraiment de la mise en place de ces compagnies sur le marché français. Et je crois que depuis des années, le problème a été réglé. Donc voilà, donc la page a été tournée. Donc c'est évidemment qu'on est sensible à ce genre de choses, mais je sais que aujourd'hui les contrats sont bien des contrats français pour les pilotes basés en France, etc. Toutes les cotisations sont réglées. Pour les 2 compagnies. Ah oui, alors tu dis pour les il y a 2 compagnies dont l'actualité fait état de jugement, dont Volotea. Et donc voilà, mais si vous regardez bien les dates à laquelle on fait référence, c'était bien antérieur. Les pilotes basés sur sur une des 9 bases françaises, eux donc ont un contrat de travail français. Voilà, avec toutes les cotisations. Est-ce que tu as une idée vous sûrement bien sûr, des salaires d'embauche des jeunes pilotes? Alors il y a beaucoup de saisonnalité dans l'activité de Volotea en l'occurrence, donc j'ai pas les salaires très exacts, je sais. En revanche, comme tout le monde, que c'est pas le haut de l'échelle de salaire. En revanche, c'est un pied d'entrée dans la profession. Et les salaires fluctuent entre l'hiver où les salaires sont plutôt faibles et l'été où les salaires sont très convenables parce que les volumes d'heures produites sont importants. On se rend compte quand même que toutes les offres d'emploi qui sont faites, et même faites par des compagnies françaises, bien installées en France, sont quand même vraiment basses. Est-ce que justement, c'est pas les salaires aujourd'hui sont tous revus à la baisse? En fait, dans la notion de salaire et de rémunération, il y a quand même il y a plusieurs volets. Il y a qu'est-ce qui est produit, le nombre d'heures qui est effectué, le mini-garantie, la fiscalité qui est associée à ça, parce que d'un pays à l'autre, on se retrouve avec le restant dans la poche qui est complètement différent, alors que le salaire est le même au départ. Donc en fait, il y a plein de variables à étudier, et effectivement, je pense qu'il y a eu un réajustement entre les salaires qu'on attend à Air France et les salaires des autres compagnies, clairement. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand on veut devenir pilote de ligne dans une compagnie comme Air France, il faut déjà commencer par vouloir devenir pilote de ligne. Et même si les salaires d'entrée ne sont pas forcément ceux qu'on attend au départ, c'est vraiment une première étape vers une compagnie qui rémunère mieux ses pilotes. Alors, il y a beaucoup de questions là-dessus. Donc, un élève qui entre chez Mermoz est contractuellement assuré d'avoir un travail en sortie de formation, point d'interrogation. Alors, évidemment que non,
parce que nous, on ne gère pas les recrutements des compagnies aériennes. Ce que nous, on garantit, c'est de présenter les élèves à un employeur potentiel, donc à lui faire passer des sélections. Ce qu'on lui garantit, évidemment, c'est de le préparer pour ces sélections, de telle sorte qu'il réponde aux critères de sélection de ces compagnies. Zara TV, est-ce que l'embauche au sein de vos compagnies partenaires assure un remboursement sans difficulté du prêt effectué ? Alors ça, c'est une excellente question en fait. Voilà, ça, c'est vraiment le sujet où quand on compare par exemple avec les universités américaines qui sont extrêmement chères, tous les étudiants américains connaissent le retour sur investissement, donc cette notion qui dit qu'au bout de X années, ils auront remboursé leurs études car ils auront un salaire qui leur permettra de... Voilà. Donc nous, ce qui nous anime, c'est vraiment que nos élèves, quand ils sortent, ils soient en capacité de rembourser les emprunts qu'ils ont contractés, d'une part, et d'autre part, qu'ils aient cette formation professionnelle en compagnie aérienne qui leur permette de prétendre à des compagnies où les rémunérations sont plus élevées. Aujourd'hui, clairement, il y a certaines compagnies qui ouvrent leurs portes à des jeunes qui ont déjà 500 heures de vol sur un Airbus A320 ou sur un 737. Pour atteindre ces 500 heures de vol, il faut bien commencer à un moment donné. Donc voilà, donc c'est ce passage-là qu'on assure, de telle sorte que, oui, le remboursement des formations puisse se faire sur entre 5 et 7 ans. MLN 208, quel est le coût d'une formation chez Mermoz et comment vous justifiez-vous par rapport aux compagnies qui ont réouvert leurs cadets comme Air France ? Pour les cadets d'Air France, c'est un sujet qu'on a abordé il y a à peine un mois, donc c'est effectivement des conditions... exceptionnel. Donc la majorité des candidats passent par des écoles comme Mermoz. Et donc, alors je reprends la question de MLN 208, une formation complète chez Mermoz, c'est combien ? Alors ça varie en fonction de profils intégrés, modulaires ou de ce que vous avez déjà fait avant. Voilà, alors allons-y, détaillons, parce que je pense que c'est important que chacun puisse comprendre quelles sont les différentes options. En fait. Voilà. Donc, dans les formations privées, donc il y a deux types de formations, enfin qu'elles soient privées ou pas d'ailleurs. Ce sont les formations dites intégrées, donc elles s'adressent à des élèves qui n'ont jamais volé et qui vont commencer leur formation par de la théorie, donc par ce qui s'appelle la TPL théorique, donc la licence de pilote de ligne théorique, donc qui dure entre 10 et 12 mois. À l'issue de cette formation théorique, vont débuter les vols, qui vont durer pas quasiment autant de temps, entre 10 et 12 mois également, pour atteindre la licence de CPL-IR MCC. Donc ça, c'est un peu un jargon qui dit CPL, c'est pour Commercial Pilot License, c'est la licence de pilote professionnel. IR, c'est pour voler dans les nuages, Instrument Rating. Et MCC, c'est pour travailler en équipage. Voilà. Donc ça, c'est de l'intégrer. Ça veut dire qu'il faut suivre la formation dans la même école de A à Z, et à la faveur de quoi le volume d'heures de vol est inférieur à la formation modulaire, qui est la deuxième façon d'y accéder. Cette formation modulaire, elle débute par un PPL, donc une formation de pilote privé, qui peut se faire dans un aéroclub ou dans une école, et ensuite va débuter la phase de théorie. Donc, comme son nom l'indique, la formation modulaire peut se faire par module, elle peut se faire dans différentes écoles, peut se faire dans un timing différent. La contrepartie, c'est que les heures de vol nécessaires pour suivre la formation sont légèrement supérieures. Donc le coût... Le nombre d'heures, tu veux dire ? Oui, le nombre d'heures de vol. Donc en gros, à l'issue d'une formation modulaire, les élèves vont atteindre 200 heures de vol, un peu plus le test, 200, 205 heures. Pour les intégrer, c'est un petit peu moins, c'est 170, 180 heures de vol. D'accord. Voilà. Donc ça se joue à une vingtaine d'heures, mais évidemment, sur le coup, c'est un delta qui est... non négligeable. Le choix entre modulaire et intégré, il se fait comment ? Alors, il se fait par la nature même de chaque étudiant. C'est les étudiants qui ont fait 0 heure de vol et qui ont vraiment envie de se lancer dans les 2 prochaines années, on va leur conseiller de faire de l'intégré, puisqu'une fois qu'ils ont choisi leur école, ils peuvent aller jusqu'au bout. Pour les élèves qui ont déjà commencé une formation BIA, du planeur ou de l'aéroclub, ceux-là, on va plutôt les orienter vers du modulaire, parce qu'ils ont déjà effectué une partie de la formation. D'accord, ouais. Donc, ils ne vont pas recommencer cette partie de la formation. Et donc, on les raccroche au module qui leur manque. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fait le distinguo. Et pour répondre à la question de l'ordre de grandeur du prix de formation, alors toutes les écoles en moyenne sont autour des mêmes montants. En France, on est autour de entre 85 et 95 000 euros. Ça peut aller au-delà de 100 000 euros en fonction des options qui sont proposées. Quand je parle d'options, ce sont des choses qui réglementairement ne sont pas exigées,
mais qui permettent d'avoir une meilleure formation, une meilleure employabilité, ou par exemple d'aller faire une partie de son mûrissement aux États-Unis. C'est pas obligatoire, mais ça offre une expérience de vie différente. Alors, si j'ai bien compris, donc le modulaire, c'est forcément un peu plus long parce que tu choisis de ne pas enchaîner les différents modules. Mais est-ce qu'à la sortie, ça revient moins cher ? Alors, déjà, c'est pas forcément plus long. ça peut être fait quasiment dans le même temps. En termes de prix, à quelques milliers d'euros, je ne sais pas que c'est insignifiant, mais c'est assez proche. Voilà. On est dans des prix qui sont assez similaires. Donc, autour, encore une fois, entre 85 et 95 000 euros, c'est la moyenne de ce que vous allez trouver. L'intégrer, c'est en termes de temps, donc c'est 1 an et demi à 2 ans à peu près ? Oui, alors nous on préfère dire 2 ans, parce que une partie de nos élèves obtiennent des financements et les financements sont obtenus dans une période donnée. Donc si on annonce que c'est 20 mois et que la formation s'effectue en 22 mois, ben là il va y avoir 2 mois où ça va être compliqué d'avoir les financements. Donc on préfère dire 24 mois et faire les formations en 21, 22 mois que l'inverse. Voilà. Et puis évidemment on est assujetti à des problématiques de météo, etc. Donc la garantie du temps de formation peut fluctuer un petit peu. Et donc le modulaire, lui, ça va dépendre du temps que le candidat peut y consacrer et puis aussi de ses capacités de financement. Si il attend d'avoir le financement pour faire un module. C'est ça, exactement. Voilà, et puis donc à la sortie, les compagnies aériennes, donc SunExpress et Volotea qui bossent avec vous, est-ce qu'elles font la différence quand elles vont recruter et sélectionner ? Est-ce qu'elles vont privilégier les intégrer ou c'est indifférent ? Non, aujourd'hui, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est que les compagnies aériennes recherchaient des pilotes qualifiés. Enfin, compétents, pardon. Des pilotes compétents. Donc, ce qu'elles viennent chercher, c'est de la compétence. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième volet, et c'est ce que je dis toujours à nos élèves, c'est que ce qu'elles viennent chercher, c'est aussi un humain. C'est-à-dire, voilà, votre richesse, c'est vous. Quand je dis ça, ça veut dire que les compagnies aériennes, elles cherchent quelqu'un. Le recruteur cherche quelqu'un avec qui il va pouvoir passer, par exemple, comme moi cette nuit, 7h45 dans le cockpit d'un avion, et que les choses se passent bien, etc. Voilà. Et ça reste une entreprise, donc on cherche à recruter des collègues avec qui on va s'entendre. Donc voilà. Donc ça, c'est une dimension qui est prépondérante sur le fait d'avoir fait du modulaire ou de l'intégrer. Ça, en final, ça joue pas. Alors, pour en finir là, sur ce sujet-là des relations avec les compagnies, il y a MLN 208 qui demande et pourquoi Mermoz ne peut pas garantir un emploi comme le font certaines écoles, comme la Baltic Aviation Academy, qui ont un partenariat avec Avion Express. Alors, j'avoue, je connais Baltic Aviation Academy, mais je ne connais pas du tout le partenariat, s'il est aussi précis que MLN 208 le dit, je ne sais pas. Alors moi non plus. En tout cas, la seule chose que je sais, c'est que nous, on n'a pas la maîtrise, encore une fois, des contrats de travail des compagnies aériennes, etc. Donc jamais une compagnie aérienne nous signera un chèque en blanc en nous disant au mieux ce qu'elle nous dira c'est assurer la sélection pour nous, mais c'est pas nous qui allons émettre le contrat de travail, clairement. On n'est pas l'école de pilotage d'une compagnie aérienne, clairement. Alors, je parlais là de nos jeunes collègues de l'équipe de Jumpseat là, qui sont à la recherche d'un premier emploi. Donc le premier, c'est Jeff, hein, pour ceux qui suivent Vol de nuit. Jeff a trouvé un boulot dans une compagnie. Il a une promesse d'embauche à condition de réussir sa QT A320, une QT qui va payer lui-même, hein, donc ça vient en plus. Et donc là, je veux dire, on est vraiment prêt. On a un pilote qui est déjà formé. Il lui reste la dernière marche. Mais malgré tout, la compagnie, elle ne s'engage pas. Elle s'engage pas à l'embaucher coûte que coûte. Il faudra qu'il ait réussi sa qualif dans les conditions requises, tout ça. Donc c'est pour ça. On comprend que les compagnies ne peuvent pas s'engager à recruter systématiquement à la sortie. Il y a quand même, comme tu le dis, tout un tas de paramètres à prendre en compte. Et puis il faut que le pilote qui vient d'être formé, lui,
correspondent aux critères exigés. Ce qu'il faut voir, effectivement, c'est ça, c'est que la marche entre l'école de pilotage et les requis, les prérequis de la compagnie est assez élevée. Quand je dis ça, c'est qu'un jeune qui a 200 heures de vol en sortie de formation, il a tout à prouver, en fait. Et la compagnie aérienne, elle a tout à douter. C'est-à-dire, est-ce que je vais investir sur la bonne personne? Donc, une grande partie de mon travail, moi, c'est de convaincre les compagnies aériennes que oui, le standard est respecté, que oui, vous pouvez faire confiance, et voire même, une grande partie de mon travail aussi, et de faire en sorte que les qualifs de type, en l'occurrence, soient financés par les compagnies elles-mêmes, pour pas que les élèves en sortie de formation aient à nouveau à investir une somme importante dans le financement d'une qualif A320 ou 737. Donc, quand on parle du partenariat avec SunExpress en particulier, il y a la double possibilité. C'est où l'élève finance lui-même sa qualif 737, ou alors cette même qualif est financée par la compagnie, à condition d'y rester 4 ans. Et pendant ces 4 ans, il va y avoir un remboursement du montant de la qualif à hauteur de 20% du salaire. Et à l'issue des 4 années, quand le pilote sera resté 4 ans, il se fera rembourser l'intégralité de la qualif. Donc là, on voyait qu'il n'y a pas de sortie d'argent supplémentaire. Et c'est gagnant-gagnant parce que la compagnie est d'une part rassurée et le candidat, enfin le pilote en l'occurrence, n'a pas besoin de payer lui-même sa formation. Alors, donc, quelques questions. Alors, c'est pas une question, c'est Vitaly Corsica. Mermoz est pour moi l'une des meilleures écoles françaises. Ça fait du bien. C'est ravi d'entendre. Et puis, Bédig 33-600, comment se fait la sélection à l'entrée de Mermoz? Alors, bon, déjà, les sélections en entrée d'école de formation, c'est obligatoire. Donc, et c'est prescrit par l'EASA, donc l'autorité européenne. Alors, nous, on procède en 2 étapes et demie, on va dire. 2 étapes, il y a une partie où on va sélectionner sur de l'anglais. Donc, j'en ai pas parlé, mais la formation est totalement dispensée en anglais. Et totalement. D'accord. De la théorie jusqu'à tous les vols, les briefings, etc. Tout est dispensé en anglais. Et on a une partie de sélection, on va dire, académique, qui va se diviser en, on va dire, purement le niveau de terminale sur les maths et la physique, pour être sûr que nos élèves soient suffisamment armés pour suivre la formation. Mais il y a aussi un volet cognitif pour vérifier que nos élèves ont l'agilité mentale pour pouvoir suivre la formation. Pourquoi on différencie les deux? Parce qu'on a certains élèves qui sont en reconversion professionnelle et qui, par exemple, ont monté une entreprise ou ont tenu un restaurant, etc., pendant plusieurs années. Donc, ils sont loin du niveau académique, puisqu'ils ont oublié le programme de première et terminale. En revanche, ils savent compter. Voilà. Donc, ce sont des gens qui, niveau cognitif, il n'y a aucun souci. En revanche, niveau académique, il faut qu'on les accompagne un petit peu pour qu'ils aient tout l'outillage pour suivre la formation. Voilà. Donc, on distingue ces 2 aspects. Vous formez combien de pilotes par an? Donc là, aujourd'hui, on a 168 ou 170 pilotes en formation et on a la capacité à monter à 250. 250. Voilà. Vous êtes implanté sur 2 aéroports, c'est ça? Alors oui, 2 aéroports pour les parties vol, donc à Tours et à Nîmes, où on est en pleine croissance. Donc on prend possession de nouveaux locaux la semaine prochaine d'ailleurs, où il nous fallait de la place. Donc l'inauguration officielle aura lieu jeudi prochain. Ah d'accord. Et donc voilà, donc on va avoir la possibilité de monter à 250 élèves. Quel est l'intérêt d'avoir 2 bases? Alors, déjà, on a un problème de foncier sur tous les aéroports du monde, c'est qu'il y a un problème de place. Donc, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est la météo. Une partie de la formation doit se faire dans les nuages, toute la partie IFR, mais il y a la partie de base qui doit se faire hors des nuages. Et à Tours, une grande partie de l'année, au moins 2 mois dans l'année, il ne fait pas très beau, alors qu'à Nîmes, il fait beau. Voilà, donc là, tu viens de faire des amis à l'Office du tourisme de Tours. C'est pour ça que j'ai corrigé. Une grande partie de l'année, non. Non, mais effectivement, novembre-décembre, évidemment, ce n'est pas les meilleurs moments. Mais alors, ça veut dire qu'un élève, un stagiaire, va passer sur les 2 bases? Alors, pour l'instant, ce n'est pas le cas.
Mais on est en train de travailler sur une option qui va nous permettre justement de faire circuler les élèves en fonction sur justement les différentes bases, pour optimiser nos moyens, pour optimiser les opportunités météorologiques, comme fait l'ENAC d'ailleurs, avec leur multicentre. Donc voilà, on ne va rien inventer. On va faire... mais alors ça veut dire qu'aujourd'hui, Nîmes, c'est la copie c'est un copier-coller de Tours, c'est exactement. C'est exactement la même chose. Voilà, il n'y a pas de compétition entre les deux. C'est vraiment, non, mais je veux dire, ni de complémentarité. Pour l'instant, c'est... Alors, non, on peut faire les mêmes choses. On a exactement les mêmes agréments sur les deux bases. On a un simulateur de vol sur chacune des bases. On a des avions sur chacune des bases. On a un atelier de maintenance sur chacune des bases. D'accord. Voilà, donc, alors, tu parlais, donc, tu nous as donné les prix de la formation, autour de 80 000, un peu plus. Mais ça, évidemment, ça ne tient pas compte des prix le logement, l'hébergement et tout. À Tours, à Nîmes, il est facile de se loger pour pas trop cher? Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est compliqué de se loger un peu partout. Donc nous, pour faciliter les démarches des familles, on bloque un pôle de logement chez des bailleurs sociaux, en fait. Donc que ce soit à Rungis, donc à Orly, où on fait la théorie, à Tours ou à Nîmes. Ah oui, la théorie est en région parisienne? Alors ça peut être sur chacune des bases. D'accord. On fait tout partout, sauf les vols évidemment à Orly. On ne fait pas les vols. Mais donc on a accès à des logements sur les trois bases en France, et on a même, au-delà de ça, on a une option qui nous permet, si vous voulez, pour les familles qui habitent à l'étranger ou qui habitent loin, c'est de mandater une personne qui trouve le logement en fonction de vos spécificités, de votre budget, qui vous ouvre les compteurs électriques, les lignes internet, etc. Donc voilà, tout comme ça, on vous livre le bien clé en main. Une question perso de Népi. Bonjour Monsieur Larieux, comment faites-vous pour allier votre vie de commandant de bord et de directeur général adjoint, j'ajoute, de Mermoz Academy? Alors, à toi l'honneur. Alors effectivement, c'est un peu compliqué. Je jongle pas mal, surtout l'été, parce que l'été, l'activité de Transavia est beaucoup plus soutenue que l'hiver avec la saisonnalité. Mais j'ai mis en place en fait une équipe qui est très performante. Et puis on a surtout des outils de communication aujourd'hui qui sont extrêmement efficaces. Donc voilà, il y a beaucoup de travail qui se fait par téléphone à distance avec des logiciels de gestion de projet. Enfin voilà, donc tout est visible à distance. Moi, j'ai toujours avec moi mon bureau, là, vous avez vu, c'est-à-dire mon ordinateur et mon téléphone et mon chargeur. Garros 208, j'ai entendu qu'il était nécessaire dans certaines compagnies d'avoir des connaissances historiques. Quels sont les points importants à connaître? Proposez-vous des cours ou des activités de culture aéronautique? Ça, c'est une question qui me fait plaisir. Alors, je ne sais pas ce que tu vas répondre, mais moi, je trouve que quel que soit le métier qu'on fait, il est important d'avoir une culture de ce métier. Et une culture aéronautique, ça me paraît indispensable. Et en plus, ça donne de la fierté, ça donne l'impression qu'on fait partie de l'histoire aussi. Alors, est-ce que tu donnes des cours? Ou alors tu viendras en donner. Alors j'aime beaucoup la question. Et alors, j'ai de la chance de pouvoir dire oui, nous débutons les cours de formation de culture aéronautique et de culture historique aéronautique le 16 janvier. Ah bah alors, voilà. Donc Garros 208, t'es en plein, t'as tapé dans le mille. Là, voilà, tapé dans le mille. En plus, ça vous a peut-être pas échappé, mais hier, c'était la disparition de Jean Mermoz. L'anniversaire. L'anniversaire de la disparition de Jean Mermoz. Donc c'est vraiment des points historiques qui sont essentiels. Au-delà de cette question, je vais juste citer, et ça a été évoqué d'ailleurs la semaine dernière avec Olivier Seller. Le responsable de la formation notamment des cadets, et du recrutement des cadets à Air France, et qui était sur ce plateau. Donc voilà, Olivier Seller. Et donc Olivier citait le responsable de la sélection d'Air France qui disait qu'on ne se prépare pas à une sélection, mais on se prépare à un métier. Et d'avoir une culture aéronautique, ça montre bien sa motivation, ça montre bien qu'on connaît les métiers, qu'on connaît ses enjeux aussi. Parce que souvent, on se fait une idée du métier de pilote de ligne, mais on ne voit pas forcément toujours le revers du décor, qui est l'envers du décor, qui est que parfois on travaille la nuit, parfois on travaille le dimanche, enfin souvent d'ailleurs, le dimanche, les week-ends. Moi, par exemple, cette année, je travaille à Noël et le 1er de l'an. Enfin, voilà, il y a
y a tout un tas d'éléments qui font que c'est pas forcément toujours très drôle de se lever à 3 heures du matin. Voilà, il y a des gens pour qui ça va bien, mais pour ça, il faut de la passion. Si vous n'avez pas la passion qui vous anime, se lever à 3 heures du matin, ça devient très douloureux au bout d'un moment. Ouais. Alors, il y a aussi, parmi la culture aéronautique, il y a bien sûr connaître les grands pilotes du passé, mais moi, il y a une chose qui me paraît vraiment importante, surtout pour des pilotes de ligne, c'est qu'ils comprennent bien qu'aujourd'hui, ils exercent leur métier dans un cadre particulier, c'est-à-dire qu'il y a l'économie du transport aérien aujourd'hui, et l'organisation du transport aérien est pas pareil à ce qu'elle était dans les années 90 et même encore avant. Il y a eu des regroupements de compagnies, on est passé du hub et maintenant le hub, il y en a plus beaucoup, maintenant c'est beaucoup plus de point à point. On voit arriver des nouveaux avions comme les A320 T1 XLR, certains MAX, 737 MAX, qui sont devenus de véritables longs courriers qui permettent de traverser le transatlantique, qui font du transatlantique. Ça veut dire que ça change complètement le cadre dans lequel travaille un pilote. Et au cours de sa carrière, un pilote, une carrière c'est 40 ans à peu près, dans 20 ans, il ne volera pas comme il vole aujourd'hui. On ne lui demandera pas la même chose qu'aujourd'hui. Et ça, pour en avoir conscience, il suffit de regarder un peu le passé. D'où l'importance de ces formations qui permettent d'apporter une culture historique et de mettre tout ça, de mettre les évolutions d'aujourd'hui en perspective et éclairées par le chemin parcouru. Voilà, c'était l'instant Gilles Roy. Que je ne peux que soutenir, je reconnais. Franck May qui dit « Tous les vols ne se font pas en anglais, mais tous les vols se font en anglais, mais à Tours, il n'y a pas d'affiche à midi et l'auto-info n'est possible qu'en français. » Vous gérez ça comment ? Oui, alors ça c'est vrai que dans beaucoup d'aéroports de France, quand on sort des zones de contrôle, c'est French only. Bon, voilà. Bon, ça tombe bien parce que la plupart de nos élèves sont francophones français, donc c'est pas une difficulté, mais ça fait partie du paysage aéronautique et c'est aussi une des raisons pour laquelle on propose notre option d'aller faire donc du mûrissement aux États-Unis et ou au Canada. De telle sorte que là, il y a une immersion totale en langue anglaise. Et là, donc, ce mûrissement, il est encadré, il est accompagné, comment ça se passe ? Oui, alors en fait, ce qu'on a, c'est qu'on a des instructeurs sur place qui assurent l'accompagnement des élèves pendant les premières heures de vol, là, pour être certain qu'ils soient lâchés sur les avions, et d'autre part, qu'ils sachent évoluer dans l'environnement de San Diego, qui est très, très complexe en termes d'espace aérien. Ouais, c'est sûr. Et également, donc on a là récemment pris un autre instructeur qui lui est là au quotidien pour des raisons météo, pour assurer que les élèves vont bien partir dans les bonnes conditions, etc. Donc il y a un suivi journalier de nos élèves sur place. Ah oui, d'accord. Donc vous avez un instructeur de Mermoz qui est là-bas. Alors c'est un instructeur américain. Oui, bien sûr, voilà. mais et donc il est bien sur place. Il encadre nos élèves donc au quotidien. D'accord. Alors, une question inévitable, ça vole sur quelle machine chez Mermoz, demande Masso 67 ? Uniquement des Tecnam ? Alors, uniquement, pas tout à fait, mais majoritairement, oui, des Tecnam. Donc là, on vient de prendre possession de notre 6e P-Mentor, sachant qu'on a commandé. Alors, le P-Mentor, vas-y, explique-nous un peu. En fait, c'est un Tecnam biplace monomoteur et qui peut faire toute la partie du vol de départ, du vol VFR. Donc voilà, on voyait un cockpit. Mais c'est aucun de ceux-là. Voilà, c'était le cockpit d'avant. Voilà. Alors, en revanche, ce sont des cockpits qui sont tout à fait similaires. Impressionnant, quand même. Tout en fils. Le P-Mentor a l'avantage, c'est qu'il donc il peut faire toute la partie de la formation, les 3/4 de la formation en fait, jusqu'au vol aux instruments monomoteurs. Et ensuite, on envoie les élèves faire du bimoteur, où ils vont faire leur CPL et la deuxième partie de la formation aux instruments sur le P2006. Donc c'est le premier avion que vous aviez montré. Le bimoteur. Le bimoteur, voilà. L'avantage de ces deux types d'avions, c'est qu'ils sont extrêmement économes en bruit et en carburant. Alors pourquoi je parle du bruit ? Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on était à l'étroit dans les aéroports, mais en fait on a aussi d'autres contraintes, ce sont les riverains. Et nos riverains nous rappellent à l'ordre quand on fait un peu trop de bruit, ce que je comprends. Donc donc on a réinvesti, on a la chance d'avoir un actionnaire qui est très présent.
et qui a compris les mutations vers lesquelles on devait aller. Et clairement, aujourd'hui, on fait 70% d'économies sur l'empreinte carbone avec ces nouveaux investissements qui ont été massifs là, ces 2 dernières années. Donc on a une flotte complètement renouvelée. Donc principalement de Tecnam. Alors je dis principalement parce qu'on a aussi 2 Sonaca. Ouais. Sonaca, donc c'est ce biplace métallique belge qui, dont le constructeur s'est arrêté de les produire, c'est dommage. Voilà, exactement. Et on est en commande pour début 2024 de 6 Elixir, donc l'entreprise de La Rochelle. De nos voisins, donc de La Rochelle, qui a un avion extraordinaire aussi. Et donc c'est au salon Aéro Friedrichshafen cette année, au mois d'avril, que tu as signé officiellement le contrat et donc on a des photos aussi où on te voit en train de boire le champagne devant un élixir sur le... Voilà, ça, voilà, ça. Exactement, vois, hein, voilà, très bien, ouais, c'est un beau moment d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, et ces élixirs, vous allez les recevoir à partir de quand? En début 2020, au premier trimestre 2024, avril 2024, il faut voir exactement les créneaux là, quand ils vont sortir. Mais, voilà. D'accord. Mais alors là tu nous parles donc du Tecnam P-Mentor, du Sonaca, de l'Elixir. C'est 3 biplaces légers. Oui. C'est quoi la différence? C'est quoi l'intérêt d'avoir trois types d'avions? Alors bon, le Sonaca il est un peu à part. Oui, le Sonaca maintenant. Donc du coup, parlons plutôt des deux. Donc on va avoir deux flottes. Alors déjà, c'est que c'est toujours, on met pas tous les œufs dans le même panier, donc on travaille avec 2 constructeurs différents. Et les avions ont des avantages différents. En particulier l'Elixir, qui est un avion de 4e génération, là, qui est un avion extrêmement performant en termes de maintenance, en termes de taux d'utilisation, très économe aussi également. Et c'est un avion qui n'est pas assujetti à la corrosion. Donc voilà, donc on aime l'idée de faire confiance à cette nouvelle entreprise et qui en plus sont nos voisins. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on a deux types de flotte. Sachant que la partie bimoteur a été augmentée, c'est-à-dire qu'on a augmenté le volume d'heures bimoteur, de telle sorte que nos élèves sortent avec une expérience sur avion complexe un peu plus étoffée. Vous avez signé aussi l'achat de simulateurs de vol. Alors, je vais même vous faire une confidence, c'est qu'on a signé un nouvel achat encore. Toujours chez Alcim? Alors non, c'est un constructeur européen. Donc pour l'instant. Donc c'est voilà. top secret. Mais ce sera un simulateur d'A320 MCC, qui va rejoindre notre simulateur Alcim. Airliner, c'est ça. Oui. Comment ? C'est le Airliner d'Alcim, donc pour la formation du travail en équipage. Donc le Airliner, il a cette capacité, il est générique, c'est-à-dire qu'il ressemble à un Airbus, c'est pas tout à fait un Airbus, alors que le prochain simulateur dont on vient de faire l'acquisition, qui va être livré au mois de mai 2024, lui sera... Et il sera installé sur quelle base? Alors on n'a pas encore la certitude, mais il est fort probable, sans trahir de secret non plus, qu'il soit aussi à Paris. D'accord. Et lui, il est vraiment... c'est la réplique d'un Airbus A320. D'accord. Fixed-based, je précise. Ouais, fixed-based. Et les simulateurs, dans le cursus de formation, c'est des outils indispensables. C'est même plus qu'indispensable. C'est l'opportunité aussi pour nos élèves d'avoir accès aux simulateurs alors qu'ils sont déjà qu'ils ne sont que dans la phase théorique. Par exemple, quand ils suivent un cours d'instrumentation, par exemple, c'est tellement plus parlant d'aller directement sur le simulateur et de voir comment on programme un ordinateur de bord, etc., de voir comment bougent les boutons. Et le fait d'avoir la partie théorique, une grosse partie de la théorie à Paris et les simulateurs à côté, font qu'on peut déjà exposer nos élèves très très tôt dans la formation. Et ensuite, évidemment, dans toute la phase, en fin de formation, dans toute la phase travail en équipage, sélection pour les compagnies aériennes, c'est là vraiment où on assemble le travail qui a été effectué depuis les 2 années précédentes, en fait. Alors, donc vous aurez 2 gros simus, oui. C'est ça. Et alors des avions, rappelle-moi combien au total donc? Alors ça change un peu tous les jours, oui. Mais donc on va terminer, que je fais le calcul rapide, avec 27 avions. 27 avions. Tous renouvelés. Voilà, des avions donc récents. Ouais, complètement, tout à fait.
Et c'est des avions qui sont en pleine propriété ou loués? Oui, ils sont en pleine propriété. Est-ce que c'est important ça pour une école? Alors, c'est indispensable. Alors, indispensable à deux titres. C'est que déjà, on maîtrise absolument notre maintenance. Alors, il faut plusieurs paramètres. Il ne faut pas uniquement être propriétaire des avions, mais il faut avoir également être propriétaire de son atelier de maintenance. Pourquoi? Parce que c'est nous qui fixons la priorité des opérations de maintenance en fonction des besoins de la formation. Donc, l'atelier de maintenance plus la propriété des avions, ça nous permet d'être certain que les avions ne vont pas être utilisés par leurs propriétaires, alors qu'on en a besoin, nous, pour effectuer de la formation. Et d'autre part, ça nous permet aussi de les configurer comme on veut. On veut qu'ils aient tel ou tel type de système et d'avionique, et bien on a exactement ça. Et surtout, ils sont tous pareils. Ce qui veut dire qu'un élève, quand il monte dans un avion, il n'est pas perdu et il n'est pas en train de réapprendre autre chose. Voilà. Donc on a cette homogénéité de flotte et qu'on maîtrise parfaitement. C'est des avions qui tournent, qui volent combien d'heures par an? Notre objectif, c'est 1000 heures par an. Par avion? Oui. Ah oui. Voilà. Et on a quasiment atteint notre objectif là. Ah ouais, 1000 heures, cette année. Ouais. Combien d'instructeurs? On a 17 instructeurs vol en permanence. Et c'est des salariés à temps plein? Oui, des salariés à temps plein. Et nous avons aussi quelques freelances, enfin des gens qui viennent à la mission pour toute la partie MCC. Donc MCC, encore une fois, c'est le travail en équipage qui se fait sur un simulateur de vol similaire à un avion de ligne. Ouais. Et l'avantage d'avoir des freelancers, ce sont des pilotes de ligne en activité qui viennent dispenser ces formations dans le simulateur. Donc là, on est sûr d'avoir le niveau opérationnel qu'on attend de nos élèves. Ils viennent injecter de l'opérationnel dans la formation. Et je rajoute sur nos 17 instructeurs vol, 4 de ces instructeurs sont détachés chez Volotea en temps partiel. Donc ils volent sur A320 et font de l'instruction également à l'école. Et ça, c'est très très important pour nous parce que ça nous permet effectivement de venir réinjecter du standard compagnie aérienne dès les premières heures de la formation. Donc on travaille vraiment avec les mêmes outils, avec la même phraséologie des compagnies aériennes. Voilà. Comment se passe l'après-Mermoz? Y a-t-il un suivi pour l'obtention d'un premier job? Alors, on a cette chance à Mermoz où notre actionnaire souhaite que cette école reste une famille. Et donc, ça, c'est l'idée. Ça, c'est la philosophie. Maintenant, les outils qu'on met en place, là, on est en train de mettre en place un système d'alumni derrière. Voilà. Qui va être très... Alumni, c'est donc les anciens élèves. Voilà, les anciens élèves. Et là, moi, j'ai demandé donc au service commercial qu'il aille beaucoup plus loin que la plateforme d'alumni, mais qu'on ait un suivi très précis et quantifié. Je veux un suivi chiffré. Et par exemple, on posait une question au début de cet entretien, c'était quels étaient les salaires en sortie de formation, etc. Je veux faire exactement comme dans les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs, c'est connaître le salaire moyen, le salaire médian, sortie de formation, etc., le temps avant d'avoir trouvé un emploi, qu'on puisse quantifier tout ça et qu'on puisse prouver aussi à nos clients au départ, de dire voilà, quand vous commencez une formation chez Mermoz, voilà ce qui va se passer après. Et puis les alumni, donc les associations d'anciens élèves, c'est aussi un réseau qui permet souvent de coopter les nouveaux, de les aider à trouver leur premier emploi. Ça, c'est vrai pour les écoles, tu parlais des écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, ça fonctionne super bien. Hein. Les grandes associations, on sent que les anciens élèves se serrent bien les coudes. Oui, on le sent bien. Et alors, à titre, une petite anecdote, le week-end dernier, donc, j'ai eu l'occasion d'aller sur un vol à Boston. Et le commandant de bord instructeur... C'est un scoop, ça, Transavia va à Boston. J'étais passager. Et donc, le commandant de bord instructeur avait fait sa formation chez Mermoz en 1989. Oh, alors... Donc, vous voyez, on a eu l'occasion de parler de tout ça. Et forcément, donc, ce réseau est extrêmement étendu, puisque l'école a commencé ses formations en 1957. C'est vrai, mais ce n'est pas évident à faire vivre une association d'anciens élèves. Hein. Il faut aider, il faut l'amorcer. Donc là vous en êtes qu'au début, hein, tu dis. Hein. Oui, là on quantifie, on met des vrais process en place. En revanche, la vie étudiante à l'école est déjà très active. C'est-à-dire qu'il y a un BDE, il y a un bureau des élèves qui fonctionne très très bien. Et encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus parce que dans le choix d'une école, c'est quand même quelque chose qui est important. C'est que c'est à travers toutes ces activités que je qualifierais d'extrascolaires
que se construisent ces compétences non techniques dont on a parlé au départ. Organiser un tournoi sportif, là derrière, il y a quoi? Il y a forcément du leadership, il y a forcément du travail en équipe, il y a forcément de la communication, il y a forcément de la prise de décision. Parce que forcément, quand on doit faire des choix entre fromage et dessert, c'est-à-dire entre un budget et une activité, il va falloir peser des risques, faire des choix. Donc voilà, c'est à travers toute cette activité associative de l'école que se construisent aussi ces compétences. Brézou demande, vous êtes en partenariat avec l'APNA aussi. Donc l'APNA, c'est l'association du personnel navigant de l'aviation. C'est ça C'est une association qui a plusieurs dizaines d'années, voire je n'ai plus la date, c'est 1901, ça c'est l'association, mais début du siècle dernier, et qui gère les intérêts des navigants en général. Nous sommes rapprochés de l'APNA sur deux sujets. Un qui était un sujet de charte éthique, et un deuxième sujet qu'on est en train de finaliser et qui regroupe plusieurs écoles, pas que Mermoz Academy d'ailleurs, qui consisterait à faire labelliser la sélection des jeunes pilotes, mais pour le métier. C'est-à-dire qu'avant que les familles s'endettent pour entrer dans une école, l'APNA ferait une première évaluation en disant « oui, vous avez les prédispositions pour le métier ». En gros, ce que veut mettre l'APNA dans ses tests de sélection, c'est ce que fait Air France dans ses PSI 0, PSI 1 et PSI 2. Donc c'est de préparer les candidats à réussir dans le métier, dans la profession. Voilà. Et donc nous, on voit ça d'un très bon œil, évidemment, puisque ça nous permet évidemment de filtrer les candidats et d'avoir déjà des candidats qui sont prédisposés à suivre la formation. Actuellement, ce filtre-là, il retient combien il empêche combien de candidats de s'inscrire à l'école? Tu as une idée de ça? Alors, j'ai pas les derniers chiffres, mais je sais que c'est très sélectif en fait, parce que encore une fois, j'évoquais tout à l'heure le fait que beaucoup de candidats au métier n'ont pas connaissance réellement de tous les enjeux du métier de pilote de ligne. Voilà, ils voient piloter un avion, c'est comme sur Flight Simulator, etc. Mais ça, c'est une dimension, pas négligeable, mais c'est une faible dimension de ce qu'on demande à un pilote de ligne. En gros, c'est 12% des compétences qu'on lui demande, piloter un avion à la main. En revanche, il y a tout le reste et qui n'est pas forcément perçu. Et donc, cette sélection, ce filtre va permettre d'empêcher, pas d'empêcher, mais de faire réaliser à certains candidats qu'il y a autre chose dans le métier de pilote de ligne et c'est pas sûr que ça vous convienne. C'est notamment le fait de travailler le samedi, le dimanche, la nuit, les jours fériés. On s'est rendu compte depuis le Covid que ça rebutait beaucoup de monde, qui jusque-là, beaucoup de professionnels qui jusque-là le faisaient naturellement, d'où tous ces restaurants qui ont du mal à recruter. Donc c'est aussi un point sur lesquels vous attirez l'attention des candidats. Évidemment, parce qu'il y a aussi d'autres éléments qui sont par exemple dans le quotidien, c'est-à-dire la ponctualité. Nous, on gère on travaille à la minute près dans tout ce qu'on fait. Donc, il y a des gens qui, en fait, quand ils sont rendez-vous à 7h15, ils se lèvent à 7h15. Sauf qu'entre-temps, il y a tout le trajet, il y a la préparation, etc. Donc voilà, il y a tout un état d'esprit qui fait que ce métier n'est pas adapté à tout le monde. Rien que pour ça. Il y a l'honnêteté intellectuelle, il y a la capacité à se remettre en question, il y a l'envie d'apprendre, la curiosité, le fait d'être très flexible. Voilà, moi par exemple hier je suis rentré avec 3 heures de retard en plein milieu de la nuit. Ça, il y a des gens, ils ont beaucoup de mal avec ça, ces changements de programme de dernière minute. Donc il y a des éléments comme ça, aussi simples que ça, qu'il faut prendre en compte. Et je passe le cas un peu particulier que j'ai déjà entendu. Je veux faire du Boeing 777, donc un avion très long courrier, mais je veux être tous les soirs chez moi. Oui, voilà. Donc voilà, cette dichotomie, évidemment, nous fait sourire, mais voilà, dans le quotidien, je pense que la ponctualité est un bon exemple.
Alors, on arrive presque à la fin là, de cette heure. Et justement, toi, tu es commandant de bord chez Transavia. Tu es détaché d'Air France. Tu as été commandant de bord sur Long Courrier, 777, hein, c'est ça? Alors, j'étais copilote, oui, sur Copilote, 777. Hein. d'accord. Tu vois régulièrement arriver des débutants, des grands débutants. Comment tu les perçois par rapport à ceux qui étaient là, qui arrivaient il y a 10 ans ou 15 ans ou 20 ans en arrière? Est-ce qu'il y a des évolutions? Alors, il y a 20 ans en arrière, c'était moi le débutant. Hein. donc, je garde ça en tête, évidemment, parce on apprend tous à un moment donné. Et donc, moi, j'ai de la chance, justement, à Transavia, d'accueillir des jeunes qui arrivent de... Alors, il y a plusieurs origines. Hein. Il y a certains qui arrivent de l'ENAC, certains qui arrivent des cadets Air France, d'autres qui ont fait quelques heures de vol dans une autre compagnie aérienne, dont je parlais précédemment, d'ailleurs, hein, qui ont utilisé cette compagnie aérienne comme tremplin vers Air France. Et je trouve que tous ont un très, très bon niveau. Il y a un vrai engagement, il y a une vraie passion. Et ça, c'est important parce qu'encore une fois, quand on se lève à 3 heures du matin, au mois de novembre et qu'il pleut, qu'il y a du vent, la passion, il faut qu'elle nous anime. Quand on fait le tour de l'avion et qu'il pleut, il faut vraiment que la passion nous anime. Donc j'ai cette chance-là. Et puis le regard que je porte sur eux, c'est quelque part, je me renvoie il y a 20 ans. Quoi. Donc je vois exactement à quel moment ça va trébucher, à quel moment... Et là, j'essaie d'accompagner. Par exemple, moi j'ai eu la chance de travailler chez Emirates. Donc Dubaï, je connaissais par cœur. Et hier, j'étais avec un copilote qui n'était jamais allé à Dubaï. Et c'est un aéroport qui est hyper important, etc. Et donc on a profité de cette mise en commun de nos infos, de nos cultures, de nos histoires. Et puis en fait, ça s'est très très bien passé. C'était une très très belle expérience. Est-ce que les jeunes pilotes qui arrivent aujourd'hui sont aussi passionnés que leurs aînés? Alors oui, j'ai l'impression. Très honnêtement, j'entends dire à gauche, à droite que c'est pas forcément le cas, mais dans mon expérience personnelle, à l'école également, dans ce que je vois à l'école, je vois des jeunes qui sont extrêmement motivés, qui posent des questions, qui ont une culture aéronautique extrêmement large. Oui, moi j'ai la chance d'observer ça, ouais, d'être avec des jeunes qui sont passionnés. Une question de Célac. Comment les avancées sur le monopilote et le fait que ce soit poussé par certains, voire sondage et EASA en ce moment, est perçu par les écoles sur la formation et l'avenir du métier? Alors, moi je suis ça évidemment en tant que commandant de bord actif dans une compagnie aérienne. Et je le vois pas arriver tout de suite, moi, pour l'instant, j'avoue. Maintenant, si je décale un petit peu le regard et que je me pose la question dans une école de pilote, alors la différence de ce qui se fait en Europe et de ce qui se fait aux États-Unis, les écoles forment des pilotes pour être commandant de bord sur Cessna 172 ou sur un bimoteur à piston. Nous, en Europe, c'est pas du tout ça. Nous, on forme des pilotes pour être directement travailler en équipage, et j'insiste bien sur équipage, sur Airbus A320. Donc le glissement vers du monopilote sur un avion de ligne, pour l'instant, on le voit pas arriver, ou en tout cas on le prend pas en compte pour l'instant. Oui, je pense aussi que c'est du long terme. Alors effectivement, on en entend parler, il y a ce sondage de l'EASA, mais il y a également donc, les travaux notamment d'Airbus hein, qui fait voler un A350 en automatique. Donc ça, et plus toutes les expériences qui sont faites justement pour réduire la charge de travail de l'équipage. Mais effectivement, avant qu'on en arrive au monopilote, il va se passer encore quelques décennies, je pense. Et vous aurez le temps de revoir un peu vos cours, non? Ouais. Alors, bon, je pense qu'on aura le temps. Ça, c'est certain. En revanche, ce que j'observe vraiment, c'est en termes de formation, hein, vraiment, je reste sur le terrain de la formation, c'est que nos élèves, on les amène à réfléchir sur de la gestion du risque. Encore une fois, le métier de pilote de ligne, si je devais le résumer, je dirais qu'il faut savoir faire deux choses. Un, c'est gérer un risque. Et deux, c'est être capable de faire face à une situation imprévue. Pour réussir ces deux conditions, il y a un vrai travail sur l'humain qui est extrêmement important, c'est d'être en capacité de pouvoir détecter les menaces à venir, qui sont externes, mais également les propres erreurs qu'on peut commettre. Ça, c'est le modèle TEM, donc Threat and Error Management. Et pour ça, on est meilleur collectivement. Aujourd'hui, on est meilleur collectivement que tout seul. Voilà. Je ne dis pas qu'avec l'intelligence artificielle, les choses, avec l'ergonomie des cockpits, etc., tout va pas s'arranger dans quelques années. Mais aujourd'hui, on est meilleur collectivement que seul.
Donc, pour l'instant, vous restez sur la formation en équipage, hein, c'est ça? Oui, nous, notre cœur de métier, de toute façon, il est là-dessus. C'est ça que les compagnies attendent. Alors. Et je peux te garantir que les enjeux sont suffisamment importants pour qu'on mette un accent fort là-dessus. Voilà. D'accord. Et donc là, quelles sont les prochaines actualités de l'école? Donc tu nous as dit que tu allais bientôt nous annoncer le nom du nouveau constructeur du simulateur là, que vous allez acheter, que vous venez d'acheter. Il y aura sans doute aussi une nouvelle compagnie partenaire à plus ou moins brève échéance. C'est ça les principales... Alors on a d'autres sujets un petit peu en cours, mais là aujourd'hui notre vraie actualité c'est de très très bien structurer et accompagner ces évolutions. Donc du multisite, de la possibilité de bouger entre les sites, d'avoir des équipements qui répondent bien aux attentes et d'intégrer cette nouvelle flotte qui va arriver. Voilà, c'est quand même beaucoup de choses qui sont arrivées en peu de temps et qu'on structure bien avec une équipe solide, robuste, qui soit capable justement en plus de faire du part-time entre une activité sur A320 et une activité d'un instructeur à l'école. Et là, je précise pour la question de départ, avec un contrat français. On peut rentrer, on peut s'inscrire à l'école à tout moment ou il y a des rentrées ça se passe comment? Il y a des rentrées quasiment, alors tous les 2 mois, ça c'est sûr. Tous les 2 mois? Oui. Et, alors il y a des points clés, évidemment. Il y a une grosse rentrée en janvier. Donc on attend un peu plus de 60 élèves là, en janvier. Ensuite, il y a une rentrée importante en avril. Je ne veux pas dire de bêtises, il me semble que c'est juin ou juillet une troisième rentrée. Et après, le gros de la rentrée, on se cale évidemment sur les années universitaires, qui est en septembre. Voilà. Mais après, quasiment... en fait, l'avantage du modulaire aussi nous permet de pouvoir intégrer des élèves tous les mois, tous les 2 mois. Masso 67, y a-t-il des partenariats pour aider au financement de la formation? Alors, je ne veux pas aller trop vite. Il y a de l'annonce dans l'air. Alors oui, mais pas encore. Mais voilà, on travaille sur quelque chose. On a un projet qui est lancé. Je reviendrai, j'espère pouvoir l'annoncer ici, ça me ferait plaisir d'ailleurs. Mais voilà, il y a des choses qui sont lancées qui prennent un peu de temps. Enfin, c'est des longues démarches administratives qui ont été initiées il y a 3 mois, un peu plus de 3 mois. Dont on a eu un résultat très favorable avant-hier d'ailleurs. Donc, oui, donc c'est... Mais voilà, donc les choses avancent. Donc pour l'instant, la réponse est non, pas aujourd'hui, mais très prochainement, on travaille sur quelque chose, sur un projet. Alors pour rebondir sur la question de Masso 67, on sait qu'aujourd'hui, c'est quand même difficile d'obtenir des prêts quand on veut acheter son appartement, sa maison. Mais également pour des prêts pour financer une formation. Vous êtes confronté à cette difficulté? Oui, alors on travaille avec des banques partenaires, évidemment, qui connaissent l'activité, qui connaissent les retours sur investissement, qui connaissent les taux de placement, etc. Néanmoins, déjà c'est du cas par cas. On peut juste présenter les familles avec les institutions bancaires, mais on peut rien faire d'autre. Mais on voit bien qu'il y a une vraie difficulté, il y a une vraie peur de la part des banques à faire confiance, etc. Et c'est pour ça qu'on a renforcé ces partenariats de telle sorte qu'on soit capable de dire un élève, un emploi. Quand je dis un emploi, c'est pas la garantie de l'emploi, c'est la garantie d'être confronté à une sélection pour l'emploi, de telle sorte qu'on rassure aussi les banques. Voilà, qu'on rassure les familles, bien sûr, mais qu'on rassure les banques dans la capacité des familles à rembourser le prêt à l'issue de la formation. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de vos élèves qui ont été embauchés par la première compagnie qui était Sonexpress. La première c'était Volotea. Volotea pas encore... Si. Volotea, mais dès que le partenariat a été signé... Le partenariat a été signé en avril de l'année dernière. Enfin, de cette année, oui. Et depuis avril, on a une quarantaine d'élèves déjà qui ont été... donc ça, c'est vraiment du concret, ça. Ah oui, bien sûr que c'est du concret. Sonexpress, on a les volumes souhaités par la compagnie. Le seul délai qu'on a, c'est que aujourd'hui la compagnie est débordée en termes d'activité de recrutement et donc on n'arrive pas à trouver un créneau pour que la sélection vienne se faire à Paris. Parce que l'idée c'est que
La sélection vient de se faire en interne, de telle sorte que ce ne soit pas des élèves qui aillent en Turquie passer la sélection, mais que ce soit les représentants de la compagnie qui viennent chez Mermoz à Paris faire passer la sélection. Donc là, on est dans un problème de logistique. Voilà. Mais les volumes sont là. Donc dès que les partenariats ont été signés, ils ont été mis en... Ah oui, absolument. Oui. D'ailleurs, on a même des instructeurs qui volent déjà chez Volotea. Des instructeurs. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Dont un de nos cadres instructeurs, qui est parmi les chefs instructeurs, qui vole chez Volotea. D'accord, ok. Bonjour, est-ce qu'après la réussite des sélections Volotea, la compagnie finance notre QT avec une réduction de salaire par la suite, par exemple? Alors, ce n'est pas le cas chez Volotea, mais c'est le cas chez SunExpress. Donc aujourd'hui, chez Volotea, les choses sont très claires. Donc, c'est en toute transparence que les responsables de Volotea viennent l'expliquer à nos élèves. La qualif est aux frais de l'élève, avec la garantie d'un emploi derrière. En revanche, chez SunExpress, c'est ce que j'ai expliqué, c'est un dispositif de réduction de salaire sur 4 premières années, avec remboursement à la 4e année des sommes qui ont été prélevées. Donc en gros, la qualif est financée par l'entreprise, mais au bout de la 4e année. D'accord. Voilà. Et la 3e compagnie avec laquelle on discute, là, le sujet, il est là. C'est l'accord, on l'a, mais le sujet, c'est qui finance quoi et quel est le ratio. Voilà. Donc, c'est évidemment, vous avez compris ma position. Ma position, c'est de faire en sorte que ce soit supporté par l'entreprise, par la compagnie aérienne et pas par les familles. Et donc, on est encore en train de discuter à ce stade-là. Et dans le cas où la QT est remboursée au bout des 4 ans, est-ce que le choix du centre de formation est imposé? Alors oui, la formation est réalisée en interne chez SunExpress. D'accord, ok. Voilà, parce que le service de formation de SunExpress en fait est dirigé par un pilote détaché de Lufthansa. Donc c'est une formation de haut niveau. Vous avez suivi peut-être les annonces qui ont été faites au salon de Dubaï, une commande de 60 et quelques 737, 160 moteurs qui ont été commandés. Enfin, c'est une compagnie qu'on ne voit pas beaucoup en France, mais qui est très présente sur les aéroports européens. Et qui est extrêmement développé. Bon, alors là, on arrive à la fin de l'émission. J'ai une question de MLN 208. Transavia devait changer de couleur. En avez-vous entendu parler? Si oui, ce projet est-il toujours d'actualité? Alors, Transavia a présenté, du moins pas officiellement, mais on a vu l'A320 sortir d'atelier de peinture. Il est encore bien vert. En tout cas, on ne m'a pas demandé mon avis. Non, je ne suis pas au courant. Donc, dans la communication interne, l'Airbus A320 est évidemment très 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 présent, et aux mêmes couleurs que les 737. Bien sûr, Brézou, merci pour ce stream et cette intervention en tout cas. Ben oui, moi aussi je te remercie. Salut, allez, à la semaine prochaine, ciao. Au revoir.